Aujourd'hui, on se penche sur l'histoire de Nikki van der Heyden, une mère de famille de 32 ans qui un soir va sortir avec des amis et son mari, mais qui ne rentrera jamais. Elle est retrouvée battue, agressée sexuellement et étranglée. Dans cette affaire, les policiers mènent une enquête rigoureuse, exemplaire, qui permettra d'éviter une deuxième victime. L'accusé se défendra bec et ongles pour être innocenté. Cette affaire se conclut par un procès mémorable et un verdict. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on parle de true crime, mais surtout de procès. J'essaye de cheminer à travers les enquêtes pour comprendre comment le système de justice essaye de trouver la vérité. Et donc c'est parti pour suivre Nicole van der Heyden dans cette nuit tragique du 20 mai 2016. Tout commence dans le Wisconsin, plus exactement dans la ville de Green Bay, qui est bordée par un des grands lacs, le lac Michigan. Quelques kilomètres à côté, il y a une ville qui s'appelle Manitowoc. C'est là où est née Nicole van der Heyden, qui est surnommée Nikki. Il y a 35 000 habitants, c'est une ville assez rurale et tranquille. Il ne se passe pas grand-chose à Manitowoc. Le samedi 21 mai 2016, vers 17 h, la police reçoit un appel d'urgence. Deux étudiants qui étaient en train de se balader dans un champ pour chercher des pierres sont tombés sur un cadavre. Quand les policiers arrivent, ils ne sont pas capables d'identifier si c'est un homme ou une femme, tellement la personne a pris des coups au niveau du visage, de la tête. La personne est nue, allongée dans l'herbe, sur le ventre. Sur son poignet, il y a un bracelet rose et une chaussette à son pied. Au même moment, Doug Detry appelle le 911. Il est inquiet, il veut signaler la disparition de sa conjointe, Nikki. Ils sont ensemble depuis 1 an et ils ne sont pas mariés. Doug a 32 ans et il semble déboussolé au téléphone. Deux policiers se rendent chez lui immédiatement pour prendre sa déposition. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte que dans la maison, il y a les parents de Doug et aussi son meilleur ami qui s'appelle Greg Matthew. Ils commencent à interroger Doug qui sort de la douche. Doug explique que la veille, pour la première fois depuis très longtemps, les deux sont sortis rejoindre des amis. Ils sont allés voir un concert au Watering Hall, un bar de Green Bay. La soirée se passait très bien, jusqu'à ce qu'il n'a pas compris pourquoi Nikki s'énerve. Il explique aussi que tous les deux, Nikki et lui, ont beaucoup bu. Et ce n'est pas du tout dans leur habitude. En fait, c'est la première fois qu'ils sortaient depuis la naissance de leur bébé, Dylan, qui a à peine 6 mois. Et il y a quelques jours, Nikki a arrêté de l'allaiter. Donc, ce vendredi soir, il était prévu que les deux se lâchent. Ils allaient boire et faire la fête. Mais durant la soirée, il ne sait pas vraiment pourquoi. Il avait beaucoup bu. Elle a commencé à lui envoyer des textos où elle semble très en colère. Et puis après, selon les amis de la soirée, elle se serait levée et aurait quitté le bar. Et depuis, plus personne ne l'a vue. Doug signale aussi que ce n'est pas du tout dans les habitudes de sa femme de découcher. Cela n'est jamais arrivé et en plus, il le sait que même si elle lui en voulait énormément, elle aurait appelé pour avoir des nouvelles de Dylan. Quand les officiers repartent au poste de police, ils font le point avec leur supérieur. Et bien sûr, ils font le lien entre la personne qui a été retrouvée, qui est une femme blonde, comme Doug a décrit Nicole. Et pour eux, ce n'est pas une coïncidence. Il n'y a pas de mort violente à Manitowoc. Donc, ils convoquent Doug Detry et ils font un interrogatoire plus officiel. Doug raconte qu'avec Nicole, il était très heureux. Il y avait des hauts et des bas, parce que Nicole avait déjà eu 2 enfants, de 9 ans et 10 ans, quand elle est rentrée dans sa vie. Elle est tombée enceinte très vite. Elle a emménagé chez lui quand elle était enceinte de 2-3 mois, donc ça faisait même pas 6 mois qu'ils se connaissaient. Et en plus, elle a emménagé avec ses 2 autres enfants. Pour Doug, le moment d'adaptation a été dur. Et souvent, les frictions, c'était à cause de ça, qu'il n'était pas assez impliqué dans la famille. Mais il faisait des efforts. Doug explique aussi que tout se passait très bien avec le père des 2 enfants qu'avait déjà eu Nicole. Ce week-end-là, Doug et Nicole n'avaient que le petit Dylan. Et comme ils n'avaient jamais pris de babysitter, la première partie de la soirée, alors qu'ils étaient au concert, c'était la mère de Nicole, Victoria, qui devait venir garder le bébé. Mais après, pour que ça ne soit pas trop tard, c'était une amie de Nicole, qui s'appelle Dallas, qui venait relayer la mère jusqu'à ce que le couple rentre. Et le couple avait prévu de rentrer assez tard. Durant l'interrogatoire, Doug répète qu'il aime Nikki, que jamais il lui aurait fait du mal. Il explique que c'était une personne stable. Nikki prenait une vie saine. Elle est très sportive. Elle fait très attention à ce qu'elle mange et à ce que sa famille mange. Et depuis qu'il l'a rencontrée, il fait énormément de sport. Il ajoute qu'elle adore la vie.
qu'elle adore se dépenser à l'extérieur, que c'est une personne très holistique. Bien dans son corps, bien dans sa tête. Quant à la soirée du 20 mai, il a réussi à avoir des places pour le concert assez tard. Donc c'est pour ça qu'ils sont arrivés au Watering Hall un petit peu en retard. Ils avaient à peine mangé sur le chemin et ils étaient très excités, ils étaient très contents d'arriver pour faire la fête avec leurs amis. En fait, c'est plus les amis de Doug, ce sont ses amis d'enfance de l'université. Greg, qui est parmi eux, est le meilleur ami de Doug et il connaît aussi très bien Nicole parce qu'il venait 2 à 3 fois par semaine manger chez eux. Il y avait aussi un autre ami qui s'appelle Aaron et avec eux 3 filles. Nikki ne les connaissait pas très bien, mais elle les avait déjà vues, elle les avait déjà rencontrées. Doug continue son interrogatoire en disant que la première partie de la soirée se passait extrêmement bien. Il était avec Nicole et tous les deux ne se sont pas lâchés. Mais au bout d'un certain temps, il est parti avec Greg pour boire des shots au bar. Quant à Nikki, elle est allée rejoindre le reste du groupe sur la piste de danse où elle a pris des photos et des vidéos. À la fin du concert, Doug et Greg sont toujours au bar en train de prendre des shots et ils ont rencontré Cathy. C'est une amie d'enfance des deux. Elle est venue avec son mari qui est pas loin et tous les trois parlent et rigolent. Nikki a dû se rendre compte que les deux étaient au bar en train de parler avec une fille parce qu'elle s'est retournée vers Angela et elle lui aurait dit que Doug était en train de flirter et que cela ne lui plaisait pas. Elle était triste. Tout le groupe savait qu'après le concert, à la fin du concert, ils se retrouvaient dans un bar qui s'appelle le Sardine Can. Nikki va monter avec Angela et Aaron en voiture pour s'y rendre. Et elle part avec eux sans rien dire à Doug. Doug explique que lui ne s'est même pas rendu compte que le concert était fini. Il a continué à prendre des shots, il était bien éméché, quand Greg lui a dit que tout le monde était parti et qu'il fallait qu'ils aillent les rejoindre au Sardine Can. À ce moment-là, Doug regarde son téléphone et s'aperçoit qu'il a loupé quelques appels téléphoniques de Nikki et des textos. Et quand il lit les textos, il voit qu'elle est furieuse. Il lui répond en marquant « LOL », mort de rire. En fait, lui, dans son ivresse, il pense qu'elle rigole. Dans la voiture avec Greg, il essaye de la joindre, mais elle ne lui répond pas. Et de toute la soirée, ils ne se parleront plus et ils ne se verront plus. Parce que Nikki, elle, est furieuse. Quand elle était dans la voiture avec Aaron et Angela, elle a essayé de le joindre plusieurs fois. Mais il n'a pas répondu. Après, elle a commencé à lui envoyer des textos où elle lui dit qu'il n'arrête pas de flirter et beaucoup de choses avec des mots que je ne peux pas dire. Et quand elle est au bar du Sardine Can avec Angela, elle lui explique qu'elle en a marre, elle est énervée, elle est furieuse. Doug n'arrête pas de draguer toutes les filles qui passent. Angela essaie de la calmer et à un moment donné, quand Nikki reçoit le texto de Doug qui lui dit qu'il est en train de se garer devant le bar, elle dit à Angela qu'elle veut partir. Elle ne veut pas le voir, elle a besoin d'être seule. Elle se lève et elle s'en va. Aaron, la voyant partir seule du bar, la suit et lui demande de revenir avec eux. Mais elle se retourne, elle est en pleurs. Et elle lui dit de la laisser tranquille. Elle ne veut voir personne, elle veut être seule. Aaron essaye de la retenir, mais là elle se met à crier. Et il y a du monde autour. Aaron va avoir peur d'être pris pour un agresseur. Il va repartir. Et il croise à ce moment-là Doug et Greg qui arrivent au Sardine Can. Il leur explique ce qu'il se passe. Doug part dans la rue pour chercher Nikki, mais il ne la trouve pas. Il revient au bar, prend quelques consommations de plus, en attendant qu'elle revienne. À ce moment-là, il est minuit et le reste du groupe décide de partir. Greg reste parce que Greg était le chauffeur désigné lors de la soirée pour Nikki et Doug. Il était prévu que Doug laisse sa voiture au Watering Hall, là où il y a eu le concert, et après, c'est Greg qui devait transporter tout le monde. Comme Nikki ne répond pas à Doug quand il l'appelle, c'est Greg qui va essayer de l'appeler. Elle répond, mais elle n'est pas contente. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il l'appelle, parce qu'elle sait que Doug est à côté. Il lui demande si ça va, et elle répond qu'elle est avec un ami et qu'elle se débrouillera pour rentrer, qu'il ne s'occupe pas d'elle. Mais vers minuit et demi, Doug et Greg décident de monter en voiture pour la chercher dans les rues. Ils font quelques bars aussi pour voir où elle est, et à 2 h du matin, ils décident de rentrer à Manitowoc. Parce que Doug sait que Dallas, qui garde Dylan, ne peut pas rester toute la nuit. Et il espère aussi que Nikki est rentrée. Mais à 2 h 30, quand il arrive chez lui, Nikki n'est pas là. Greg reste un peu avec lui et il s'en va. Doug va voir Dylan qui dort et il se couche à son tour. Vers 4 h du matin, il va aux toilettes, il se recouche. Vers 6 h, 6 h 30 du matin, il voit que Nicole n'est pas rentrée et Dylan pleure, il a faim. Il se lève, il dira qu'il ressent tous les symptômes de l'ivresse de la veille, il y a quelques heures. Il a mal à la tête, il se sent nauséeux, il ne se sent pas bien.
Il prépare un biberon pour Dylan, il lui donne, ils s'amusent tous les deux, et puis après, il repart s'allonger. Il va se rendormir avec son fils jusqu'à midi. Là, il est réveillé par son fils qui a faim encore. Il s'aperçoit que Nicole n'est toujours pas là. Il appelle la sœur de Nikki, il appelle aussi la meilleure amie de Nikki, mais personne n'a de nouvelles d'elle. Il s'occupe du bébé et après, il l'amène dans la salle à manger et il joue avec lui. Là aussi, il se rendort. Mais vers 17h, quand il se réveille, là, il est très inquiet. Il se dit que c'est pas normal que Nikki soit pas rentrée. Même si elle avait dormi chez quelqu'un, à cette heure-ci, elle serait rentrée. Et surtout, elle aurait appelé pour savoir comment allait Dylan. Sur ce, il appelle ses parents. Il appelle Greg, il appelle Aaron, il appelle les parents de Nikki et tout le monde lui conseille d'appeler le 911. Ce qu'il fera. À la fin de l'interrogatoire, le policier lui annonce que le corps qu'ils ont trouvé correspond à Nikki. Doug semble sincèrement triste et choqué par la nouvelle. Et il repart chez lui. Malgré tout, Doug est le premier suspect dans cette affaire. Il y a eu une dispute et l'alcool qui n'arrange rien. L'alcool d'habitude exacerbe les émotions. Et puis le corps de Nikki est retrouvé à 2-3 km de chez lui. Vraiment pas loin. Et surtout, les policiers trouvent que appeler pour une disparition à 17h, alors que plus personne ne sait où est Nikki depuis 23h, bah c'est long. C'est trop long. À 4-5 heures du matin, le dimanche 22 mai, les policiers commencent à fouiller la maison de Nicole et de Doug. Les policiers, lors de cette fouille, vont trouver beaucoup de choses. La première, c'est que dans le garage, il y a du sang par terre. Ils trouvent une paire de sneakers appartenant à Doug avec du sang sur les côtés. La voiture de Nikki est dans le garage et elle est saisie par la police pour étudier la boîte noire. La voiture de Doug, qui est toujours garée devant le bar, le Watering Hole, est saisie aussi. Les policiers fouillent autour de la maison et commencent à agrandir leur périmètre, jusqu'à ce qu'ils tombent sur le voisin d'en face, qui explique que le samedi, il a tondu sa pelouse. Et à un moment donné, près du trottoir, il a entendu un bruit et en fait c'était un câble comme un chargeur de téléphone qui venait d'être sectionné par la tondeuse. Il l'a mis sur le bord du trottoir. Il montre le lieu aux policiers qui trouvent le câble, mais aussi de grandes quantités de sang et des barrettes à cheveux. Plus tard dans la journée, ils trouveront les vêtements de Nikki jetés sur le bord de la route qui mène vers chez elle. Même si les policiers n'ont pas encore les résultats des fluides qu'ils ont prélevés, ils mettent en état d'arrestation Doug Detry et ils pensent que l'enquête est bouclée. Après l'audience de l'arrestation, Doug Detry est mis en prison parce qu'il ne peut pas payer la caution, qui s'élève à 1 million. Mais au bout de 2 semaines, il est libéré. Parce qu'en fait, il avait un alibi, mais il ne le savait pas. Lors de son interrogatoire avec la police, le détective a remarqué qu'il avait une Fitbit. Et le détective a demandé les données et les datas de la Fitbit. Et toutes les données confirment les dires de Doug, même quand il se levait pour aller aux toilettes. Cette Fitbit, il l'avait au poignet depuis le vendredi matin et il l'a mis à charger le samedi à midi. Et donc toute la soirée et la nuit est enregistrée. Et grâce aussi à cette Fitbit, ils ont une localisation. Ils savent qu'il n'a pas pu aller dans le champ, mais surtout, ils savent quand il dormait, à cause de son rythme cardiaque et de sa respiration. Et puis surtout, ils ont pris le GPS de sa voiture, le GPS de la voiture de Greg aussi, qui confirme les heures à laquelle il est arrivé chez lui, le GPS de la voiture de Nikki aussi, qui montre que cette voiture n'a pas bougé. Et puis Doug n'a aucune égratignure, il n'a aucune blessure. Tout cela innocente Doug. Pourtant, il faisait un bon suspect pour la police. Les détectives se retrouvent au point de départ. Doug Detry est relâché par manque de preuves. Durant l'été 2016, l'ADN qu'ils ont retrouvé sur le corps de Nikki avait été envoyé dans un laboratoire. Et ils ont la réponse. L'ADN ne correspond mais pas du tout à Doug. Mais elle ne correspond à personne dans l'état du Wisconsin, jusqu'en septembre 2016, où là il y a une correspondance. George Stephen Burch, un homme de 38 ans. Cet homme est fiché en Virginie. Les policiers vont s'attaquer à ce nouveau suspect, qui est quand même assez loin. Et très rapidement, ils se rendent compte que George Stephen Burch, au moment du meurtre, était dans l'état du Wisconsin. Il était hébergé par un ami à lui, Jackson, un très bon ami. Mais fermé, il est revenu en Virginie. Les policiers du Wisconsin trouvent un rapport d'accident de la route en Virginie, impliquant la voiture de George Burch. Quand ils le lisent, ils comprennent que cette voiture a été impliquée dans un accident de la route avec délit de fuite
et que la voiture a après brûlé. Mais George, lui, a été innocenté. Sur les données de son téléphone, on le voit en train de correspondre avec quelqu'un depuis un bar, pendant tout le moment où en fait sa voiture a provoqué un accident et a pris feu. George, pour être innocenté, a signé à ce moment-là, en juin 2016, un consentement autorisant la police à regarder toutes les données de son téléphone Samsung. Et c'est comme ça qu'ils ont pu prouver qu'il n'était pas sur les lieux de l'accident. Les policiers du Wisconsin, eux, vont faire la même chose. Grâce à ce consentement délivré en juin 2016, ils regardent toutes les données, mais sur la période du 20 mai et 21 mai. Et là, c'est le jackpot, parce que George est localisé dans un bar qui était à 20 mètres du Sardine Can, le Richard Canyon. Puis après, il est localisé devant la maison de Nicole Van Der Heyden, une autre localisation dans le champ où on l'a trouvé, pour finir là où il habitait, donc chez Jackson. Après cette découverte, ils mettent en état d'arrestation George Stephen Burch. Lors de l'audience de l'arrestation, il est arrêté pour suspicion de meurtre au premier degré, avec violence. Une caution de 2 millions est demandée, et lui aussi, il ne peut pas payer, il va en prison. Alors que Doug Detry n'avait aucun antécédent criminel, lui, George, en a. George Stephen Burch a été adopté à l'âge de 1 an par des parents aimants. Mais durant l'adolescence, il préférait traîner avec un gang du quartier plutôt que d'aller à l'école. À l'âge de 20 ans, il est arrêté pour meurtre sur le chef du gang. Il y aura un accord, il fera de la prison et en 2016, en fait, il est en probation. Quand on est en probation aux États-Unis, on n'a pas le droit de sortir de l'État. Mais lui et sa famille ont décidé de partir dans l'État de New York, où là, il s'est disputé avec sa femme et il a décidé de la quitter. Et donc un ami lui a prêté son appartement dans le Wisconsin. Et il est arrivé dans cet état début mai 2016. Cet ami, Jackson, va aussi l'employer, lui prêter sa voiture et 2 semaines avant le meurtre, il lui offre un téléphone portable parce qu'il n'en avait pas. Il lui offre le Samsung. De octobre 2016, la date de son arrestation à George, jusqu'en 2018, le procès, ses avocats vont tout faire pour supprimer 2 pièces importantes de l'accusation. La première, c'est toutes les informations relatives à la Fitbit de Doug Detry. Et la deuxième, ce sont toutes les informations recueillies par la police du Wisconsin sur le téléphone de George. Et quand le procès commence, le juge a pris sa décision. Toutes les données de la Fitbit pourront être dévoilées pendant le procès, mais le procureur n'aura pas le droit de faire venir un expert à la barre. Et pour les renseignements obtenus grâce au téléphone Samsung de George, cela sera pris en compte lors du procès. George Burch, en signant un consentement pour fouiller son téléphone, ne restreignait pas l'accès aux forces de l'ordre. Le consentement n'était pas limité. Quand le procès commence en 2018, le procureur, qui s'appelle Dave Lassie, a pour but de prouver que George Burch a tué Nikki Van Der Heyden avec violence et qu'il a aussi abusé d'elle. Quant à la défense, ils n'ont eux qu'un seul objectif, c'est de semer le doute dans la tête des jurés. Et lors de l'argumentation d'ouverture, l'avocat de George Burch explique que ce n'est pas son client le coupable, mais Doug Detry, la première personne qui avait été arrêtée par la police. C'est toujours le procureur, l'État, qui commence, et la première personne qui l'appelle, c'est le médecin légiste. Elle commence par expliquer que l'agression qu'a subie Nikki Van Der Heyden a été brutale. Et je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut savoir que cela a été douloureux pour Nicole, et long. Elle explique qu'elle a reçu une 20aine de coups entraînant des hématomes, des abrasions, des égratignures, sur tout son corps, mais surtout au niveau du scalp, du crâne et du visage. Et puis après, le médecin légiste continue en disant que Nicole a été victime de 36 lacérations. Des lacérations, ce sont toutes les blessures ouvertes qui ont saigné. Après, le médecin parle des fractures. Nikki a de multiples fractures au niveau du visage, notamment à la mâchoire, à la tempe et surtout au crâne, à plusieurs endroits. Il y avait un hématome cérébral qui était en train de se former alors qu'elle est morte étranglée. Nicole n'a eu aucune chance. Après, le procureur parle de l'ADN et appelle un expert. L'ADN retrouvé dans les parties intimes de Nicole et sur ses vêtements appartiennent à George Stephen Burch.
Le sang qu'il y avait dans le garage, ce n'est pas du sang humain, c'est du sang de dinde. Et sur les sneakers, ce n'est même pas du sang. Quant au sang qui est sur le trottoir, en face de la maison de Doug, c'est bien le sang de Nicole. Et sur le câble téléphonique, c'est bien l'ADN de Nicole aussi. C'est le câble qui a été utilisé pour l'étrangler. Après, le procureur appellera tous les témoins qui étaient avec Nikki cette soirée-là. Il y aura Aaron qui viendra dire à quelle heure elle est partie. Et puis, il y aura Greg aussi qui expliquera le déroulement de la soirée avec Doug. Bien sûr, Doug Detry est appelé à la barre. Il explique aussi qu'il n'a pas dragué ce soir-là, que c'était une amie d'enfance et que le mari était juste à côté et qu'il est très triste d'élever Dylan tout seul. Bien sûr, l'avocat de George Burch fera un contre-interrogatoire de Doug Detry et ce sera très long. Il reviendra sur toutes les minutes de la soirée. Et quand vient le tour de la défense, ils ont un témoin principal, qui est George Stephen Burch. Il vient à la barre. Et ça, c'est très rare. À vous de me dire ce que vous pensez du témoignage de George Stephen Burch. Donc, la première chose qu'il dit, c'est que ce n'est pas lui, c'est Doug Detry. Et il le sait parce qu'il l'a vu. Il explique qu'il était avec Nikki cette nuit-là quand elle est décédée. Et selon lui, ils se sont rencontrés au bar Richard Canyon. Il était assis là quand elle est arrivée. Il s'est rapproché d'elle et ils ont commencé à parler. Les deux, apparemment, étaient malheureux. Lui, il venait de quitter sa femme et elle lui a raconté sa soirée, jusqu'au moment où ils doivent partir. George ramène Nicole jusqu'à chez elle. Il se gare devant chez elle, mais sur le trottoir opposé. Là, elle lui explique qu'il y a encore de la lumière chez elle, donc la babysitter doit être là. Ils continuent de parler dans la voiture jusqu'au moment où ils décident, les deux, d'avoir des rapports intimes. Ils sortent de la voiture, elle s'installe à l'arrière et lui, il reste dehors. George et Steven fait 1,97 m, donc c'est la position qu'ils vont choisir. Ils commencent leur rapport jusqu'au moment où il perd connaissance. Et quand il se réveille, il est allongé par terre, il a le pantalon au niveau des chevilles et un homme est devant lui, debout. Cet homme qu'il ne connaissait pas du tout. Maintenant, il peut le reconnaître, c'est Doug Detry. Et il lui dit « Regarde ce que tu m'as fait faire ». Avec son pistolet, Doug pointe une forme par terre, près de la voiture. Et quand George regarde, il découvre que c'est Nikki. Elle a le visage en sang, elle est immobile. Il n'est pas capable de dire si elle est vivante ou morte. Doug, tout en le menaçant d'une arme, le force à placer le corps de Nikki dans le coffre de la voiture. Puis il l'oblige à monter côté conducteur. Il le fait conduire jusqu'à un champ pas loin. Là, Doug lui aurait ordonné de prendre Nikki et de la mettre dans un fossé. Et c'est ce qu'il va faire. Il va prendre Nikki et la mettre dans le fossé. Et en se relevant, il s'approche de Doug et le pousse violemment dans les buissons. Doug y fait 1,75 m. Puis George court à sa voiture, il allume le moteur et il part. Il ajoute qu'à un moment donné, il a remarqué qu'il y avait encore des vêtements de Nikki dans la voiture. Alors il a ouvert sa fenêtre et il les a jetés. Sur l'autoroute, sans doute. Dans tous les cas, il ne savait pas où il était. Il a pris une cigarette, il l'a allumée et il a regardé sur son portable sa localisation pour être capable de rentrer chez lui. Il dit qu'avant de se coucher, il prend une douche, il s'étend ensuite sur son lit pour réfléchir à la soirée, à ce qu'il venait de se passer. Et il va sombrer dans un sommeil profond. Le matin, comme prévu, il se réveille et doit partir en week-end pour pêcher, avec Jackson. Lors du contre-interrogatoire, Dave Lacy ne laissera rien passer. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il n'imagine pas Nikki avoir envie de faire l'amour avec un homme qu'elle n'a jamais vu, devant chez elle, qu'elle aurait envie qu'on lui fasse des entailles au niveau des seins qui sont encore gorgés de lait. La seule chose que dira George, c'est que c'est à elle qu'il faut demander ça. Lui, il n'en sait rien. Le procureur lui demande alors pourquoi il n'a pas appelé la police. Il n'était même pas sûr que Nikki soit morte. George répondra que c'est la panique, il ne savait pas très bien quoi faire. Il préférait oublier toute cette histoire. Et il ne veut pas appeler la police parce qu'il est en probation. Il n'a pas le droit d'être dans cet état. Quand les deux parties, la défense et l'accusation, n'ont plus de témoins, n'ont plus de questions à poser, les jurés partent délibérer. State of Wisconsin versus George Stephen Burch. Et très rapidement, ils reviennent. The verdict reads as follows. We, the jury, find the defendant, George Stephen Burch,
guilty of first-degree intentional homicide. George Stephen Burch est déclaré coupable. Il aura une sentence de prison à vie. Il ne sortira jamais de prison. Et quant à mon avis, je pense que Doug Detry est innocent. Ce n'est sans doute pas un ange, mais ce n'est pas un tueur non plus. Et qu'il y ait eu des problèmes de couple, je crois que c'est normal. Ils ne se connaissaient que depuis 1 an. Lui, c'était son premier enfant et il était aussi en charge de 2 enfants de 9 ans et 10 ans. Mais je pense que les deux faisaient tout pour que cela marche. Voilà, cette histoire est finie. Je voulais juste dire que d'écouter le rapport du médecin légiste a été extrêmement dur. Nikki a subi des choses inimaginables. Et quand on parle de monstres, je pense qu'elle en a rencontré un. Et sur cette phrase extrêmement triste, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et à mercredi prochain. Mais n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard.